Pierre, stupéfait, ne s'attendait pas à ce que quelqu'un ose lui tenir tête. Il ouvre la bouche pour répliquer, mais le regard de l'homme le réduit au silence. La cabine de première classe plonge dans un silence pesant. Kanté se tourne vers l'homme et lui adresse un signe de tête accompagné d'un sourire sincère. « Merci, monsieur », murmure-t-il. « Mais je vais bien, ça ne me dérange pas. » L'homme acquiesce en retour, puis regagne sa place, mais ses paroles ont transformé l'atmosphère. Les autres passagers commencent à regarder Pierre différemment, non plus avec déférence, mais avec mépris. Pierre, sentant ce changement, commence à perdre contenance. Il se tourne vers Kanté, sa voix désormais moins assurée. « Écoutez, je ne voulais pas vous offenser personnellement. C'est juste que vous ne ressemblez pas aux gens qu'on voit ici d'habitude. » Mais avant qu'il ne puisse finir, une hôtesse s'approche, se penche vers Kanté et lui chuchote « Monsieur Kanté, le commandant de bord vous transmet ses salutations et dit qu'il est très honoré de vous avoir à bord. Il est fan de vous depuis votre titre de champion avec Chelsea. » Le nom Kanté résonne comme une cloche dans la cabine. Pierre se tourne brusquement, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte. « Kanté, N'Golo Kanté » marmonne-t-il, la voix tremblante. Les autres passagers commencent à murmurer, certains esquissant des sourires, d'autres hochant la tête comme s'ils avaient déjà deviné, mais préféraient se taire. Kanté se contente d'un léger sourire et d'un signe de tête à l'hôtesse. « Merci. Transmettez mes remerciements au commandant, s'il vous plaît. » Pierre s'enfonce dans son siège, le visage empourpré de honte. Il regarde Kanté, puis baisse les yeux sur ses chaussures impeccablement cirées, comme s'il voulait échapper aux regards autour de lui. « Je ne savais pas, » bafouille-t-il. « Si j'avais su que vous étiez N'Golo Kanté, je n'aurais pas... » Mais Kanté l'interrompt, sa voix toujours aussi calme qu'au début. « Ce n'est pas grave, monsieur Pierre. Ce que vous avez dit ne change pas selon qui je suis. Ce qui compte, c'est la façon dont vous traitez les autres, pas leur renommée. » Ces mots, doux mais incisifs, flottent dans l'air comme une sentence implicite. La cabine, déjà silencieuse après l'éclat de Pierre, s'anime désormais de murmures discrets. Le nom N'Golo Kanté se propage de siège en siège comme une petite vague, depuis les premières rangées près de l'allée jusqu'au recoin près des hublots. Les passagers, qui au départ observaient la confrontation avec retenue, ne cachent plus leur curiosité et leur admiration. Une femme d'âge moyen, les cheveux soigneusement relevés en chignon et portant des lunettes à monture dorée, se penche vers son mari pour murmurer, les yeux brillants comme si elle venait de découvrir un trésor parmi des pierres. « N'Golo Kanté, vraiment ? Je l'ai vu jouer à la Coupe du Monde, quel joueur incroyable !» Son mari hoche la tête, un rare sourire éclairant son visage austère, comme s'il retrouvait une joie d'enfance. L'atmosphère de la cabine évolue peu à peu. La tension oppressante du début laisse place à une chaleur, une proximité inattendue. L'homme âgé en costume gris clair et chapeau fedora, celui qui avait pris la parole pour défendre Kanté, se lève à nouveau. Il s'approche de Kanté, les mains tremblantes d'excitation, mais sa voix conserve la retenue d'un homme d'expérience. « Monsieur Kanté, dit-il, la voix grave et empreinte d'émotion, je suis un grand admirateur. Mon petit-fils ne croira jamais que je vous ai rencontré sur ce vol. Puis-je avoir votre autographe ? Pour lui, il vous idolâtre. » Kanté lève les yeux, son sourire, doux, habituel, illuminant son visage. « Bien sûr, monsieur, » répond-il, sa voix basse mais sincère. Il sort un stylo bille de son sac à dos et signe une serviette en papier que l'homme lui tend, son écriture penchée aussi simple que sa personne. Ce geste agit comme un signal. Une jeune femme vêtue d'une robe de soie verte élégante quitte son siège, un téléphone à la main, mêlant timidité et enthousiasme. « Monsieur Kanté, puis-je prendre une photo avec vous ?» demande-t-elle, la voix légèrement tremblante. « Mon fils est un fan inconditionnel. Il hurlerait de joie en voyant ça. » Kanté acquiesce, se lève de son siège, sa silhouette menue irradiant une chaleur singulière. « D'accord, » dit-il, se plaçant dans l'allée pour faciliter la prise de vue. Le flash jaillit et le sourire éclatant de la femme semble se répandre dans toute la cabine. « Merci infiniment » s'exclame-t-elle, regagnant sa place en hâte, ses doigts glissant sur l'écran comme impatients d'envoyer la photo à son fils. En quelques minutes, une petite file se forme près du siège de Kanté. Un homme d'affaires d'âge moyen, chemise impeccable et lunettes à monture en titane, s'avance avec un petit carnet à la main. « Je ne demande pas souvent des autographes, » dit-il avec un sourire gêné. « Mais vous êtes une exception. Votre humilité sur le terrain est une leçon que je raconte toujours à mes enfants.
Kanté sourit et signe le carnet avec une concentration légère, comme si chaque trait était un cadeau qu'il offrait. Un jeune homme, à peine sorti de l'adolescence, vêtu d'un hoodie et d'écouteurs autour du cou, se faufile à son tour, les yeux brillants. « Monsieur Kanté, vous êtes une légende. Je peux faire un selfie avec vous? Mes amis vont devenir fous en voyant ça. » Kanté hoche la tête, restant immobile pour la photo, son regard aussi paisible qu'un lac sans rides. Pendant ce temps, Pierre reste recroquevillé sur son siège 4B, à quelques pas seulement de Kanté, mais séparé de tous les autres par un océan invisible. L'agitation autour de Kanté ne fait qu'accentuer son isolement. Ses mains agrippent les accoudoirs avec force, les articulations blanchies par la tension, comme sur le point de se briser. La sueur commence à perler sur son front, bien que la température de la cabine soit maintenue fraîche par la climatisation. Ses yeux, bleu pâle, balayent l'espace, croisant parfois les regards discrets mais glacials des autres passagers, des regards qui ne traduisent plus la déférence, mais un mélange de mépris et de curiosité. Il ressent chaque coup d'œil comme une aiguille s'enfonçant dans sa chair, chaque rire étouffé de la foule comme un coup de marteau sur son ego déjà fissuré. Dans l'esprit de Pierre, une tempête fait rage. Il revoit les mots qu'il a lancés à Kanté, ses insultes cinglantes, ses moqueries empreintes d'arrogance, et imagine qu'il pourrait se répandre au-delà de cette cabine. Que se passerait-il si l'un de ses passagers avait filmé la scène? Si ces paroles venaient à être diffusées sur les réseaux sociaux, dans les tabloïds qu'il méprise, mais dont il connaît la puissance? Lui, Pierre Leclerc, qui s'est toujours enorgueilli de sa réputation, un homme d'affaires prospère, une icône de richesse et de pouvoir, pourrait être ruiné en quelques heures. Il visualise les gros titres. Un millionnaire français humilie N'Golo Kanté en plein vol, l'arrogance dévoilée. Ou pire encore, des articles qui fouilleraient à son passé, exhumant des transactions douteuses qu'il a soigneusement dissimulées pour alimenter le scandale. Son cœur bat à tout rompre dans sa poitrine, chaque pulsation résonnant comme un avertissement. Il jette un regard furtif à Kanté, qui signe patiemment un autographe pour un autre passager, et une vague de peur le submerge comme un tsunami. Kanté racontera-t-il cette histoire? Révélera-t-il à la presse que lui, Pierre Leclerc, l'a traité de ramasseur de poubelles et de travailleur égaré? Sa réputation qu'il a mis des décennies à construire est aussi fragile qu'un château de sable face à une marée montante. Il imagine les appels de ses partenaires de commerciaux, leur voix glaciale annonçant qu'ils ne veulent plus travailler avec un homme arrogant et inhumain. Il voit des publications sur Twitter, des hashtags comme Pierre Leclerc, raciste ou Cancel Pierre, se propageant à une vitesse fulgurante, entraînant l'effondrement de sa chaîne d'hôtels pour laquelle il a tant sué. Pierre déglutit péniblement, sa gorge aussi sèche que le désert du Sahara qu'il s'apprête à rejoindre. Il voudrait se lever, s'enfuir de cette cabine, mais ses jambes semblent clouées au siège. Il baisse les yeux sur sa montre Patek Philippe, autrefois source de fierté, qui ne fait maintenant que lui rappeler que le temps passe, chaque seconde le rapprochant d'un scénario catastrophe. Il pense à sa famille, à Paris, sa femme qui se vante toujours de son mari auprès de ses amis, ses enfants élevés dans le luxe et ignorant de la honte. Que se passerait-il s'il lisait l'un de ces articles ? S'ils étaient moqués par leurs camarades à cause de leur père arrogant? Dans sa panique silencieuse, Pierre ne remarque pas que les yeux bruns profonds de N'Golo Kanté l'observent discrètement depuis le siège voisin. Kanté, après avoir signé quelques autographes et pris des photos avec les derniers passagers, se rassied, posant son vieux sac à dos sur ses genoux par habitude. Il incline légèrement la tête, son regard dénué de jugement mais empreint de douceur, comme s'il pouvait percevoir les tourbillons qui agitent l'âme de Pierre. Son silence n'est pas de l'indifférence, mais une attention, une qualité rare qu'il transporte des terrains de football à la vie quotidienne, toujours prêt à agir au bon moment. Pierre, dans une tentative de masquer sa peur, baisse encore plus la tête. Ses mains tremblantes agrippant le bord du siège, ses ongles s'enfonçant dans le cuir au point de laisser de petites marques. La sueur coule le long de ses tempes, tachant le col immaculé de sa chemise blanche de légères auréoles. Il essaie de respirer profondément, mais chaque inspiration n'est qu'un hoquet étouffé dans sa gorge. Il n'ose pas lever les yeux, n'ose pas affronter Kanté, qu'il a si durement insulté quelques heures plus tôt. Mais soudain, une voix grave et douce résonne à son oreille comme une brise apaisante au milieu d'une tempête. « Monsieur Pierre » appelle Kanté,
sa voix tendre mais assez claire pour percer la carapace d'arrogance que Pierre tente encore de maintenir. Pierre sursaute, levant les yeux avec une expression de panique, tel un animal acculé. Kanté lui offre un léger sourire, ses yeux brillants d'une sincérité que Pierre n'a jamais vue dans son milieu huppé. « Je vois que vous ne semblez pas à l'aise, dit Kanté, sa voix calme comme une confidence. Je ne veux pas que vous vous inquiétiez de ce qui s'est passé. Pour moi, ce n'est pas important. » Pierre ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Sa gorge semble étranglée par la honte qui monte en lui. Il veut dire quelque chose, une excuse, une justification, mais tout reste bloqué dans son esprit chaotique. Kanté, comme s'il comprenait ce combat intérieur, pose une main sur l'accoudoir entre eux. Un geste simple mais chargé de réconfort. « Je ne raconterai ça à personne, dit-il, sa voix ferme comme une promesse. Je ne veux pas que vous ou votre famille allez souffriez à cause de mots prononcés dans la chaleur du moment. Cette histoire s'arrête ici, entre nous. » Ces mots tombent comme une pluie bienfaisante en plein jour de canicule, apaisant le brasier de peur qui consumait l'esprit de Pierre. Il regarde Kanté, ses yeux bleu pâle, autrefois froids, désormais voilés par un brouillard d'émotions. Il veut y croire, mais le doute hurle encore en lui. Une personne comme Kanté, avec un cœur aussi généreux, tiendra-t-elle vraiment sa promesse? Mais avant qu'il ne puisse poser la question, Kanté fait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Kanté se lève de son siège, sa silhouette menue dégageant une force invisible, et s'avance au milieu de l'allée de la cabine de première classe. Les murmures des passagers s'arrêtent net, tous les regards convergeant vers lui. Il s'éclaircit doucement la gorge, non pour imposer son autorité, mais pour capter l'attention naturellement. « Excusez-moi tout le monde » commence-t-il, sa voix grave et chaleureuse résonnant dans le silence. « Je voudrais dire quelques mots avant notre atterrissage. Ce qui s'est passé aujourd'hui entre Monsieur Pierre et moi, j'espère que vous pourrez le garder pour vous. Je ne veux pas que cette histoire quitte cette cabine, pas pour moi, mais parce que je crois que nous faisons tous des erreurs parfois. » Les passagers échangent des regards, certains hochent lentement la tête, d'autres esquissent des sourires empreints de compréhension. Kanté poursuit, son regard parcourant chaque visage avec une sincérité rare. « Je suis habillé simplement aujourd'hui, peut-être pas à ma place en première classe, dit-il, une pointe d'autodérision dans la voix. Alors, si quelqu'un m'a mal jugé ou méprisé, je pense que c'est compréhensible. Je ne blâme pas Monsieur Pierre. Il a juste dit ce qu'il pensait sur le moment. J'espère que vous pourrez lui accorder votre indulgence comme je l'ai fait. » Les paroles de Kanté se propagent comme une vague douce à travers la cabine. Une femme d'âge moyen, qui lui avait demandé un autographe, hoche légèrement la tête, ses yeux brillants d'admiration. L'homme âgé au chapeau fedora sourit et murmure à son voisin « Ce n'est pas seulement un grand joueur, c'est une personne exceptionnelle. » Un jeune homme avec des écouteurs acquiesce, ses doigts s'immobilisant sur son téléphone comme s'il venait de saisir une leçon bien plus précieuse que les selfies qu'il avait pris. Pierre, figé sur son siège, sent son cœur s'arrêter un instant. Il regarde Kanté, debout, avec sa simplicité et sa noblesse, et pour la première fois de sa vie, il se sent petit, non pas à cause de sa fortune ou de son statut, mais de son âme. Les mots de Kanté ne sont pas seulement une protection pour lui, mais une bouée de sauvetage jetée au milieu des flots de peur et de honte. Il baisse la tête, ses mains ne tremblent plus et reposent détendues sur ses cuisses, comme si un poids invisible venait de s'envoler. Kanté regagne son siège et s'assied à côté de Pierre, son regard toujours aussi paisible qu'un lac sans remous. « Vous n'avez plus à vous inquiéter » murmure-t-il assez bas pour que seul Pierre l'entende. « Les gens ici sont bienveillants. Ils ne vous feront aucun mal. » Pierre lève les yeux, son regard n'est plus paniqué, mais embué d'une émotion nouvelle, la gratitude. Il murmure, la voix rauque comme étouffée par l'arrogance qui fut autrefois son armure. « Merci Kanté, je ne mérite pas ça. » Kanté se contente de sourire, sans répondre, et tourne son regard vers le hublot, où les premières lumières de Djeddah scintillent sous le ciel crépusculaire. La cabine retrouve son calme, mais ce n'est plus le silence pesant de la tension, plutôt la sérénité de la compassion. Pierre reste assis, les mains sur les cuisses, regardant Kanté avec une admiration qu'il n'avait jamais accordée à quiconque dans sa vie d'orgueil. Il sait que, même si ce vol prend fin, les paroles de Kanté resteront avec lui pour toujours, non comme un reproche, mais comme une chance de devenir une meilleure personne. Lorsque l'avion atterrit à l'aéroport international Roi Abdelaziz, la lumière orangée du coucher de soleil s'étend sur la piste, Pierre reste immobile, laissant Kanté partir en premier.
Il suit des yeux la silhouette frêle qui disparaît dans la foule, et pour la première fois, il ressent un soulagement, non pas parce que sa réputation était préservée, mais parce qu'il vient d'être témoin d'un cœur véritablement généreux, d'une âme noble qu'il a tirée des ténèbres de